L'énergie positive, c'est notre affaire à tous. Parce que l'énergie, c'est ce dont nous avons tous besoin, mais ce dont nous avons aussi besoin, c'est d'une planète pour nous et pour les générations qui suivent. Alors comment est-ce qu'on va faire correspondre nos besoins aux besoins de la planète? Comment allons-nous répondre aux objectifs de zéro carbone en 2050? Est-ce que la Belgique va vraiment arriver à devenir neutre sur le plan climatique à cette échéance? Et puis quel rôle joueront les sources d'énergie que nous utilisons et que nous connaissons actuellement, comme l'électricité et le gaz, dans cette nouvelle donne? Aujourd'hui, nous allons examiner la situation du transport au niveau européen. J'ai le plaisir d'accueillir Andrea Gerini, secrétaire générale de la NGVA Europe, l'association européenne qui promeut l'utilisation du gaz naturel et renouvelable comme carburant de transport. Alors, Monsieur Gerini, vous estimez que l'Europe doit remodeler l'avenir du système de transport avec des solutions où les carburants propres et renouvelables, dont le gaz, vont jouer un rôle essentiel, y compris sur le long terme. Aujourd'hui, vous dites, et je vous cite, « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 13 millions de véhicules et 12 000 stations-service en Europe, proposant non moins de 40% de biométhane d'ici 2030. » Je vous propose de faire le point sur la situation en Europe et sur les perspectives pour les 30 ou 50 prochaines années. Selon les chiffres que vous citez, les biométhanes, c'est-à-dire le bio-CNG et le bio-GNL, ce n'est plus une utopie, mais c'est bel et bien une réalité aujourd'hui. Alors, quelle est la situation en Europe? Est-ce qu'il y a des pays qui sont champions, des pays qui sont plutôt à la traîne? Et quelles sont les approches différentes peut-être que ces différents pays ont décidé d'emprunter? Oui, donc le système de transport, en effet, c'est un système très complexe qui, quand vous pensez aux différents besoins, à partir de la mobilité personnelle jusqu'au transport des marchandises sur de longues distances, auront besoin dans le futur de solutions différentes. Donc ça, c'est un des aspects les plus importants quand on regarde aux défis que le système a, surtout vis-à-vis des objectifs de long terme, c'est-à-dire la décarbonisation, c'est-à-dire arriver à une situation 2050 où on aura la carbon neutrality, c'est-à-dire il y aura une situation neutre vis-à-vis du carbone, du bilan carbone. Parmi les différentes solutions, on sait qu'aujourd'hui aussi l'Europe est en train de dessiner du futur système de transport, aussi bien sûr à travers la solution de l'électrification et l'hydrogène. Mais parmi cette solution, il y a aussi une place importante qui est représentée par les combustibles renouvelables, dont le gaz naturel et le biométhane ont des atouts essentiels. Ces atouts essentiels résident surtout dans le fait qu'ils sont disponibles immédiatement au niveau des technologies d'utilisation. Donc aujourd'hui, on a un système de transport, on a déjà des pays champions en Europe qui utilisent largement le gaz naturel pour le secteur transport. Donc on a des technologies qui ont été développées depuis 20 ans et sous lesquelles on peut greffer dans ces combustibles renouvelables, dans le cas du biométhane, qui sont issus des biomasses. Et, disons, la façon plus intelligente, sans doute, c'est de transformer des biomasses qui l'ont traité comme déchets en combustible propre. Donc, disons qu'aujourd'hui, le rêve, si vous voulez, donc vous mentionnez avant l'utopie, en fait, d'alimenter un véhicule avec nos déchets, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité. Il y a en Europe, effectivement, des approches très différentes. Et c'est là, je dirais, ça reflète aussi notre avantage du biométhane, c'est qu'il peut être produit d'une large famille de biomasse de déchets. Donc il y a bien sûr ce qui sont les ordures municipales, ce que l'on connaît très bien. Il y a toute la partie des écarts qui vient aussi du secteur agricole, du secteur de la cultivation. Et aussi bien aussi des déchets qui viennent de l'industrie aussi, du bois par exemple, ça c'est le cas surtout dans les pays du nord de l'Europe, dans les pays scandinaves. Donc aujourd'hui on a une situation où effectivement si on regarde une moyenne européenne, on est en train d'approcher presque 20% du gaz naturel qui est utilisé par le secteur transport composé par du bio. Et parmi les pays champions, il y a les pays scandinaves, il y a la Suède,
où le secteur transport, il bénéficie déjà de plus de 90% de biométhane dans ces mélanges qu'ils consomment. Et on a des pays comme la France qui sont plus ou moins dans une moyenne européenne aux environs de 20%. L'Italie, qui est un pays qui consomme énormément de gaz, a commencé à injecter du gaz dans les réseaux il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est aux environs de 10%, mais donc avec une quantité assez importante. Donc en fait, c'est quelque chose qui a un très gros potentiel d'utilisation. D'un côté, parce qu'on produit énormément de déchets, il y a aussi un coût de traitement de ces déchets. Et la production du biométhane aussi, c'est une solution, pas uniquement pour le transport, mais aussi pour ce secteur. On a donc d'un côté les potentiels de production, de l'autre côté la facilité d'utilisation. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, mélanger du biométhane dans les réseaux du gaz naturel, ça demande aucun coût d'investissement pour faire un update des technologies, des matériaux, aussi bien, disons, du point de vue de l'infrastructure et aussi quand on en vient aux véhicules. Aussi, les véhicules ne font pas des distinctions entre le gaz naturel, disons, d'origine fossile et un biométhane issu de déchets. C'est un peu le parallèle qu'on a et qu'on voit aussi avec une voiture électrique qui est alimentée par une électricité, n'importe, disons, la source de cette électricité. Et en fait, au niveau européen, on parle beaucoup de l'électricité, vous venez de le dire. Est-ce que selon vous, l'arbitrage est déjà fait de manière équitable, si j'ose dire, entre énergie électrique et gaz renouvelable? Moi, je dirais que du point de vue technique et du débat ensuite concret, et quand on regarde aussi le marché, l'on voit bien qu'il y a une nécessité de maintenir et d'essayer de traduire une approche holistique, comme on l'appelle aujourd'hui, et essayer de le traduire de façon concrète ensuite dans un cadre législatif qui permet effectivement à chacune de cette solution technologique de jouer sa part. Alors aujourd'hui, il est vrai, la traction, les solutions électriques ont été au cœur du débat, ont sans doute des atouts, mais il est vrai aussi qu'ils ne sont pas adaptés au soutien de tous les secteurs de transport, en particulier quand on va au secteur du poids lourd, des transports sur la longue distance. C'est là dû, disons, au poids des batteries, aux difficultés de garantir des autonomies véhicules adaptées à cette typologie de véhicules. Donc il y a sans doute aussi un gros débat et des gros investissements aussi dans la filière de l'hydrogène, très prometteuse, mais qui demande encore, disons, des années avant de pouvoir bénéficier d'un côté des productions significatives d'hydrogène vert et de l'autre côté aussi, disons, d'arriver à un niveau de coût pour ces solutions qui peuvent être compétitifs sur les marchés. Donc, entre-temps, les solutions que l'on a, effectivement, passent aussi pour le gaz. Aujourd'hui, par contre, on a une législation qui est fondamentale pour l'industrie véhicule, qui est la législation qui vise à réduire les émissions de CO2, qui se concentre uniquement sur l'aspect des émissions à l'échappement des véhicules. Et donc, par conséquence naturelle, le véhicule électrique, il est fort avantagé. Mais quand on regarde sur un bilan global les émissions de CO2, parce que les émissions de CO2, c'est quand même une émission globale, on s'aperçoit que l'utilisation du biométhane sur les véhicules donne des résultats équivalents, parfois même meilleurs, par rapport à un véhicule électrique. Et comment est-ce qu'on pourrait mettre ces avantages en avant, justement, par rapport à cette difficulté de donc comptage? Exactement. Donc, du point de vue législatif, il faut effectivement qu'on franchisse un pas et que l'on adapte aux exigences d'aujourd'hui ces pièces législatives, en particulier la réglementation de CO2. On crée un lien entre la dimension purement de la technologie véhicule avec le monde du carburant et des carburants renouvelables. Donc, avec ces liens, donc, quand on pourra effectivement reconnaître
sur un point de vue pratique, l'apport qu'un combustible renouvelable comme le biométhane peut donner, à ce moment-là, effectivement, on aura un niveau, disons, neutre où chacun des solutions vraiment sera évalué par le résultat final vis-à-vis de l'environnement et en particulier par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, parce que selon vous, bien sûr, toutes les sources renouvelables sont, ou en tout cas propres, sont indispensables pour arriver à ce fameux zéro carbone en 2050. Absolument. Je pense que la diversité, c'est un peu dans la nature des choses. Quand l'on considère effectivement, comme on disait avant, la diversité d'exigences que le secteur transport a, aussi, quand on regarde à travers l'Europe du nord au sud, de l'est à l'ouest, les différentes ressources aussi économiques des États membres, parce qu'effectivement, viser uniquement sur une accélération de l'électrification du parc, ça va engendrer aussi des pressions économiques très importantes sur les États membres pour la réalisation de toute l'infrastructure de recharge électrique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une échelle de temps que même avec tout le soutien financier que l'on pourra mettre, on ne pourra pas la comprimer. Donc c'est pour cela que surtout maintenant on voit aussi les ambitions qui ont été annoncées aussi récemment par le Climate Plan 2030 de la Commission. Donc le fait d'augmenter les ambitions à moins 55% de gaz à effet de serre par rapport à 90, cela, ça veut dire accélérer. Et pour pouvoir accélérer, donc démarrer tout de suite à faire chaque année un petit pas dans la bonne direction, il faut qu'on commence effectivement à utiliser ce que l'on dispose aujourd'hui. Et donc voilà, on revient à l'importance du biométhane aujourd'hui dans le panorama disons, des solutions qui sont à portée de main pour l'Europe. Comment est-ce que vous imaginez le mix des carburants de transport, par exemple, en 2030 ou en 2050, entre tout ce qui existe actuellement sur le plan renouvelable? Oui, le monde du transport a des exigences par rapport aux autres secteurs qui sont, disons, statiques. Mais disons, la mobilité en soi-même a besoin de pouvoir transporter des quantités d'énergie sur les véhicules importantes. Et l'on voit bien comment est difficile quand même de faire cette transition, d'abandonner les combustibles conventionnels, donc le gasoil et l'essence, qui dans un petit litre contient énormément d'énergie. Mais disons là, c'est le défi. Donc on verra sans doute sur les combustibles, disons conventionnels, gasoil et essence, sans doute aussi une pénétration d'une partie d'origine bio. On a vu dans l'Europe toutes les recherches à travers les différentes familles de biocombustibles liquides. On parle aujourd'hui de combustibles synthétiques aussi qui commenceront à être produits à partir de 2030. À côté de ça, il y a effectivement l'utilisation de combustibles alternatifs, dont le biométhane. Donc biométhane qui aujourd'hui, on disait 20%. 2030, on voit bien la possibilité en Europe d'arriver au moins à 40%. Et il est clair qu'en 2050, la partie fossile sera proche de zéro. Donc on aura un système qui devra effectivement se baser sur un mix 100% renouvelable. Et le même chemin, ça sera celui aussi, disons, de la traction électrique qui sera là, sans doute avec un progrès aussi technologique au niveau de batteries et surtout au niveau de la production verte d'énergie électrique. Mais donc ça, ce sont tous des parcours qui seront effectués à des différentes vitesses, qui ont aussi des points très intéressants aussi de coexistence et aussi de synergie. On voit bien aussi dans le futur les solutions gaz naturel aussi se combiner avec les plateformes hybrides véhicules. Donc pour essayer de rechercher des rendements et une réduction de consommation les plus pointues, en même temps en ayant encore une motorisation thermique alimentée avec un combustible propre
produits par des déchets ou par voie synthétique, parce qu'on aura capturé de la CO2 de l'atmosphère et on l'aura combiné avec de l'hydrogène vert produit par les éoliennes ou le solaire. J'imagine que c'est un casse-tête pour l'instant pour les constructeurs automobiles, notamment de voitures particulières, qui sont déjà pour l'instant, mais c'est très ponctuel peut-être, mais en tout cas qui sont en crise. Et comment vont-ils faire pour pouvoir maintenir plusieurs pistes ouvertes, les voitures électriques, au gaz, au biodiesel, comme vous le disiez? Et s'ils ne le font pas, quel est le risque qu'ils ratent la bonne piste peut-être? Oui, bien sûr. Ça, c'est les grands débats aujourd'hui. Et c'était un peu un débat qui très souvent a été un peu mal interprété quand on fait référence à la fameuse neutralité technologique, qui très souvent a été un peu interprétée comme courage de ne pas prendre les décisions. Tandis qu'en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est le courage de laisser les technologies se développer et répondre au marché. Alors effectivement, vous avez raison, c'est une période extrêmement compliquée. Il y a eu un arrêt sans doute dû à la pandémie, mais il y a eu aussi, on sort aussi d'une période de Dieselgate où le rôle du moteur à combustion interne a été très fortement questionné. D'une certaine façon, a ouvert la voie, disons, au développement des solutions électriques. Pas uniquement, bien sûr, batterie pure, mais tous les degrés d'hybridisation que l'on connaît. Et alors aujourd'hui, c'est sans doute pas question de mettre en discussion ces technologies, parce qu'on sait qu'une traction électrique, c'est une traction à haut rendement. Mais encore une fois, effectivement, comme vous dites, c'est un gros effort financier que l'industrie automobile est en train de faire, effectivement, pour dessiner cette transition. Mais il y a aussi une Europe à différentes vitesses et l'on voit bien que la pénétration de certaines technologies, des technologies nouvelles, est effectivement d'un certain type uniquement dans les pays qui peuvent se permettre certains investissements, un certain niveau d'outils financiers à l'achat, à l'utilisation pour la réalisation d'infrastructures spécifiques. Donc aujourd'hui, il y a effectivement la nécessité de maintenir ouvert la voie et disons que la solution du gaz naturel et côté combustible du biométhane, c'est une solution entre guillemets à faible coût et à faible risque, dans le sens qu'il s'appuie sur des technologies conventionnelles, sur des technologies, disons, matures, bien connues, qui, l'on voit, répond très bien au marché, là où effectivement il y a un croisement de conditions d'infrastructure, de prix à la pompe, de sensibilité, de promotion positive. On le voit, mais si l'on prend aussi le cas ici en Belgique, une très forte progression du réseau, qui aujourd'hui est près de 150 stations-service, aussi du côté du poids lourd, avec le gaz liquéfié. Aujourd'hui, on s'approche à 20 stations. Et derrière, bien sûr, les clients s'approchent à cette typologie de produits. Parce qu'ils sont en train de chercher quand même un produit qui a un impact environnemental inférieur. Aussi une rentabilité économique intéressante. L'effet aussi, entre-temps, on n'a pas encore parlé, mais le gaz naturel quand même amène aussi une amélioration sur la qualité de l'air, avec une réduction des émissions d'oxyde d'azote, pratiquement aucune particule émise à l'échappement. Sous le secteur aussi poids lourd, quand on le compare au diesel avec des émissions de bruit qui sont plus ou moins de la moitié par rapport à une motorisation conventionnelle diesel. Donc, il y a quand même des avantages aussi du point de vue de l'utilisateur final qui sont le témoignage et qui sont là, disons, à supporter un marché qui est quand même en constante croissance. Et justement, qu'est-ce qui pourrait être peut-être le déclencheur des ventes de voitures au biométhane? Et notamment, est-ce que cette question de l'infrastructure de ravitaillement se pose encore? Est-ce qu'il y a un point est-ce qu'on est déjà arrivé au point où on basculerait en se disant maintenant, il y en a suffisamment et je peux me décider?
vous savez, la question de l'infrastructure qui suit le produit qui va suivre l'infrastructure, c'est une argumentation bien connue par les spécialistes du gaz naturel et des combustibles alternatifs. Alors aujourd'hui, on voit effectivement un potentiel. Le gaz naturel, quand on prend les chiffres européens, représente encore une petite niche. Mais quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que, par exemple, dans les secteurs du poids lourd, il y a des secteurs où, effectivement, sur les grosses distances, c'est le deuxième choix aujourd'hui après le diesel. Il y a les secteurs de transport en commun, donc des bus, qui est très intéressant, avec du pourcentage qui varie, sont environ de 8% en Europe, mais il y a des pays où 10-15% de la flotte est représentée par du gaz naturel. Alors le déclencheur, effectivement, ça sera cette intégration, cette approche intégrée et cette reconnaissance de l'avantage qui dérive du biométhane sur l'environnement. Parce que ça, effectivement, ça mettra au même niveau une solution d'un véhicule gaz alimenté au biométhane avec un véhicule électrique ou aussi à l'hydrogène, sous le point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, effectivement, ça permettra de donner un élan encore qui ce secteur mérite. Et c'est avec cet élan-là que l'on regarde, que l'on voit une pénétration et un développement de la flotte aujourd'hui en 2030 d'à peu près 13 millions de véhicules. Ça veut dire qu'on pourra dire que plus ou moins en 2030, un bus sur 3 sera immatriculé au gaz, un camion sur 4 au gaz et peut-être un véhicule sur 10%, 12% des véhicules au gaz naturel. Donc c'est quand même une contribution importante quand on pense effectivement au coût de cette solution vis-à-vis des technologies véhicules et des infrastructures. Alors aujourd'hui, on a des infrastructures. En Europe, on a à peu près 4000 stations véhicules GNC pour servir une flotte d'1,5 million véhicules qui circulent. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Non, la réponse c'est toujours pas assez. La réponse c'est pas assez, mais pas pour cela. Mais bon, on sait que le business case du GNC, ça fonctionne effectivement quand sur le territoire il y a une certaine densité. Quand sous les axes autoroutières, sous les couloirs stratégiques, on a assuré certaines distances. Donc là, aujourd'hui, on s'approche aussi à un débat très important sur la révision de la directive européenne sur les infrastructures de combustibles alternatifs, la FID. Et effectivement, la dimension du biométhane aussi doit être mise en avant parce que, effectivement, investir aujourd'hui les infrastructures qu'on a déjà réalisées dans les années passées sont là en fait comme facteurs qui pourront habiliter et pourront accélérer la pénétration et l'inclusion du combustible renouvelable dans les réseaux, sans aucun surcoût. Donc là, ce sera un débat aussi important. Comme on a dit avant, côté constructeur, il y a cette législation très importante sur le CO2 qui effectivement détermine les choix technologiques de l'industrie automobile. En parallèle, il faudra aussi assurer que la dimension, disons, la reconnaissance du rôle que l'infrastructure, pas uniquement de distribution, les stations-service, mais aussi les réseaux gaz jouent aujourd'hui dans la future inclusion du quota bio, qui verra donc sans aucun besoin de modification ni sur l'un ni sur l'autre. Est-ce que, par exemple, la crise sanitaire qui se déroule actuellement, malheureusement, dans quelle mesure est-ce qu'elle pourrait éventuellement avoir une influence sur l'évolution des mentalités, de la vision stratégique, toutes les préoccupations environnementales, la valorisation du local, l'économie circulaire, etc. Est-ce que vous voyez un changement? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre un peu l'importance de valoriser nos ressources locales. On voit sans doute dans le futur, et ça ce sont les estimations qui nous le disent, les études, sans doute une demande de transport sur longue distance augmentée. Donc la nécessité quand même d'alimenter un secteur qui va être de plus en plus demandeur d'énergie. En même temps, on a besoin quand même de se recentrer
et effectivement de trouver des ressources aussi pour refaire démarrer l'économie ici en Europe. Le secteur de la production du biométhane est un secteur effectivement fascinant aussi de ce point de vue, parce que c'est un exemple très concret de fameuse approche de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on a un secteur de l'agriculture qui peut effectivement nous donner aussi bien des déchets, mais aussi l'opportunité d'optimiser certaines typologies de cultivation. On a, à travers la production du biométhane, aussi la possibilité de capturer des émissions naturelles qui pourraient aller dans l'atmosphère et causer de l'effet serre, parce que le méthane en soi-même, il est puissant comme gaz à effet de serre, donc c'est bien de le capturer, de le convertir en carburant. En même temps, il y a une production de biofertilisants aussi pour le terrain. Et il y a aussi tout le secteur du déchet. Donc il y a des politiques sans doute d'aller vers une situation zéro déchet. Donc la conversion, au lieu d'aller en fait comme on faisait et comme on fait toujours dans des gros fours d'incinération des déchets, les convertir à nouveau dans un combustible propre. Vous savez, si l'on prend un exemple, on avait fait un petit calcul sur une ville comme la ville de Bruxelles. Si on était capable de convertir nos déchets ménagers en biométhane, on serait capable d'alimenter une flotte de presque 80 000 voitures avec du biométhane. Et donc rouler carbone neutral, comme on dit, donc avec un impact carbone zéro sur la ville de Bruxelles. Donc ça, c'est pas un miracle, c'est une possibilité concrète, très très intéressante. Surtout, comme vous dites, dans ces périodes de post-crise où il faut qu'on trouve et que l'on met en pratique des voies vraiment pratiques pour tracer un roadmap qui nous amène à petits pas au 2030 et ensuite à 2050, mais qui nous permet aussi de partir tout de suite dans ces chemins. Alors j'ai une dernière question dans ce magnifique décor de Noël. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 sur le plan professionnel et sur le plan personnel? Je pense que ce que nous devons nous souhaiter tous, en fait, c'est d'avoir confiance effectivement dans nos ressources intellectuelles, nos ressources naturelles, et essayer effectivement de créer ces multitude de fils rouges pour connecter les différents secteurs de notre économie, de notre vie sociale. Je vois aussi la possibilité, avec cette approche reliée aussi à l'économie circulaire, vraiment du rôle aussi du citoyen, d'une responsabilité civile des personnes beaucoup plus importante, qui feront la différence. Et bon, bien sûr aussi, en regardant les générations à venir, d'être plus sensible et essayer effectivement de nourrir et développer une sensibilité à ces thématiques, pas uniquement à travers parfois un peu trop de propagande, si vous permettez ces termes, mais vraiment à travers la compréhension. Il y a aussi une nécessité d'éducation des nouvelles générations à ces thématiques, qui doit venir des exemples très concrets. Donc, parce que la mobilité, ça nous concerne tous. Personne ne veut renoncer à la mobilité personnelle et on ne veut pas, de toute manière aussi, renoncer à vivre dans un environnement propre et aussi dans des conditions économiques, bien sûr, positives pour tous nous. Donc ça, c'est un peu le souhait pour les jours à venir. Monsieur Gerini, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Merci.